Dominique Russo construisait des choses faites pour durer. Des meubles sur mesure qu'il façonnait dans son atelier, jusqu'à la réputation inébranlable qu'il s'était forgée au fil de 15 années comme l'architecte de maisons personnalisées le plus respecté du comté de l'Acquéside. On le connaissait pour sa solidité. Ses créations emblématiques, mêlant verre et bois massif. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Parsemait les collines surplombant le lac de Genève, chacune d'elles devenant un manifeste silencieux de sa philosophie, la beauté ne doit jamais compromettre la force. À 42 ans, Dom arborait les mains burinées d'un artisan et l'esprit calculateur d'un ingénieur. Les habitants du coin l'appelaient le bâtisseur, mais jamais en sa présence. Ce n'était pas un homme qui invitait à la familiarité. Ses employés le respectaient plus qu'ils ne l'aimaient, reconnaissant sa justice, tout en craignant ses standards impitoyables. Lorsqu'il rencontra Mélanie Parker, 12 ans plus tôt, elle était une agente immobilière dont l'ambition égalait la sienne. Elle avait des cheveux cuivrés flamboyants, un rire qui faisait se retourner les passants, et une férocité dans les négociations qui le fascinait. Leur histoire fut brève, intense, deux volontés puissantes reconnaissant en l'autre un partenaire stratégique. « Tu sais ce qui nous distingue des autres couples ?» lui demanda Mélanie le soir de leur mariage. « On se voit tel qu'on est. Sans illusion. » Pendant une décennie, leur partenariat prospéra. Le cabinet d'architecture de Dom s'agrandit, tandis que Mélanie bâtissait son propre empire dans l'immobilier de luxe. Il vivait dans la première maison que Dom avait dessinée, perché sur le point culminant avec vue sur le lac, 3 murs entièrement vitrés encadraient le panorama. Leur demeure, que les habitants surnommaient le château de verre, était un trophée, une résidence digne de la royauté de l'Acquéside. Si leur mariage manquait de chaleur, il se compensait par un respect mutuel et des objectifs communs. Ils ne voulaient pas d'enfants. Ils voulaient un empire. Et ils l'avaient construit. Jusqu'à ce qu'Alexander Reed arrive en ville. Reed débarqua auréolé de mystère et d'argent. Un romancier, disait-on. Ses livres se vendaient suffisamment bien pour qu'il puisse s'offrir l'une des créations de Dom, un refuge en verre et en cèdre niché dans les bois. Lors de leur rendez-vous, Dom remarqua un changement subtil dans la posture de Mélanie. Un léger redressement du menton, un croisement de jambes intentionnel. Il observa. Il nota. Mais ne dit rien. Dom n'était pas du genre jaloux. La jalousie implique l'insécurité, et l'insécurité est une faiblesse. Alors, lorsqu'il soupçonna que les déjeuners d'affaires entre Mélanie et Reed cachaient autre chose, il traqua les motifs. Lorsqu'elle passa davantage de temps à préparer des biens immobiliers, il consigna les écarts. Lorsque sa sœur Porsche commença à la couvrir avec des excuses bancales, il les documenta toutes. Dominique Russo ne confrontait pas. Il collectait. Parce que tous ceux qui avaient sous-estimé Dom avaient appris la même leçon, il pouvait être silencieux, mais il observait toujours. Et jamais, au grand jamais, il n'oubliait. Comme l'avait dit un jour Vivien, la mère de Mélanie, à une amie. Mon gendre me fait penser à ces vieux arbres qui survivent aux incendies de forêt. On ne les remarque que lorsque tout le reste a brûlé. Et alors que l'été laissait place à l'automne, puis l'automne à l'hiver, les brindilles s'accumulaient autour du mariage de Dom, attendant l'étincelle. Chapitre 2, Fêlure. Février apporta avec lui le traditionnel barbecue hivernal de la famille Russo. Une coutume que le père de Dom s'obstinait à maintenir, malgré la neige. En Sicile, on grille sous le soleil, lançait-il fièrement, comme si la Méditerranée pouvait faire fondre la glace du Wisconsin. Dom observait Mélanie à travers le jardin de ses parents. Elle se tenait dos à lui, pianotant frénétiquement sur son téléphone, un demi-sourire aux lèvres. Ce sourire intime qu'il n'avait plus vu diriger vers lui depuis des mois. Porsche, sa sœur, s'approcha pour lui glisser quelques mots. Mélanie rangea immédiatement son téléphone. Plus tard, alors qu'elle était dans la salle de bain, son téléphone vibra. Dom n'avait jamais fouillé dans son téléphone. Le respect de la vie privée avait toujours été l'une de leurs règles tacites. Mais depuis des mois, quelque chose de glacial et d'inexorable s'était installé en lui, une connaissance sans preuve. Sur l'écran, l'aperçu du message disait simplement « Hier soir en valait la peine. » Même heure. Dom n'eut pas besoin de lire davantage.
la confirmation ne fit qu'ancrer ce qu'il avait déjà accepté. Mais la connaissance seule n'est pas du pouvoir. Le pouvoir réside dans le moment. 2 jours plus tard, il suivit Mélanie jusqu'à la maison de Reed. Il ne les confronta pas. Il observa, simplement, à travers les immenses baies vitrées. Une ironie cruelle, comme toutes les maisons conçues par Dom, celle-ci trahissait ses occupants par sa transparence. Il rentra chez lui, se versa 2 doigts de whisky. Elle le voit depuis 4 mois, dit-il à son reflet dans le mur de verre face au lac. La vraie question, c'est, pourquoi est-elle encore ici? La réponse arriva 3 semaines plus tard. Dom rentra plus tôt d'un chantier. Il entendit Mélanie au téléphone, dans son bureau. « Maman, je connais les risques, disait-elle. Mais le contrat prénuptial ne couvre que ses biens d'avant le mariage. Tout ce que l'entreprise a bâti depuis, c'est à ma portée. » Et Reed a trouvé l'avocat parfait. Dom se retira sans bruit. Les pièces s'alignaient, froidement, brutalement. 3 ans plus tôt, il avait restructuré sa société. Une astuce fiscale conseillée par leur comptable. Mélanie avait obtenu 40% des parts. Aujourd'hui, l'entreprise valait plus de 15 millions. En cas de divorce, elle repartirait avec 6 millions. Ce soir-là, à table, Mélanie lui demanda, avec un intérêt fin. « Comment s'est passée ta journée ?» Dom joua le jeu. Le projet de la maison Johnson avance bien. On devrait faire la réunion de mise à jour la semaine prochaine. Il lui remplit son verre de vin. Un toast à notre succès. Elle trinqua, un sourire aux lèvres, mais les yeux pleins de calcul. À la construction de choses durables. En effet, répondit Dom. Celle qui le mérite. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à ses côtés, Dom fixa le plafond. Il démonta méthodiquement leur mariage, pièce par pièce, évaluant la valeur réelle de chaque composant. À l'aube, il avait déjà les grandes lignes du plan. Ce que Mélanie n'avait jamais compris, c'est que Dom n'avait jamais dû son succès au hasard. Son père, immigré sicilien, avait bâti son entreprise de construction à partir de rien. Et il lui avait transmis une leçon essentielle. Pour survivre, il faut toujours prévoir 10 coups d'avance. Chapitre 3 Le point de rupture. Le barbecue du Memorial Day, organisé comme chaque année dans la maison familiale de Mélanie, avait toujours été une mise en scène soigneusement orchestrée d'une harmonie familiale fictive. Dom arriva, imperturbable, tenant ses côtes levées glacées au bourbon, une spécialité devenue sa signature. Il portait cette sérénité forgée par des mois d'observation silencieuse. La maison de Vivian, la mère de Mélanie, située au bord du lac, n'était pas aussi impressionnante que leur villa de verre, mais elle possédait une valeur stratégique incontestable, accès privé à la plage, isolement total, et silence garanti. Des années auparavant, Dom avait proposé de leur concevoir une maison neuve. Vivian avait refusé net. « Je ne fais pas confiance aux belles choses », lui avait-elle dit. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Je ne te fais pas confiance ». Et cette méfiance, Dom la lui rendait bien. Porsche, la sœur de Mélanie, en était déjà à son 3e verre quand Dom fit son entrée. Son mari Todd, un comptable effacé qui gérait les comptes de l'entreprise immobilière de Mélanie, salua Dom d'un hochement de tête presque coupable. Le bâtisseur nous honore de sa présence, lança Porsche trop fort, en levant son verre, un sourire carnassier aux lèvres. Quelle ironie, non. Dom esquissa un sourire froid. Toujours un plaisir, Porsche. Il observa Mélanie et Reed circuler dans la foule chacun de leur côté. Une distance feinte, rodée, mais trahie par des regards échangés, lourde de sous-entendus. Le divorce de Mélanie s'accélérait. La semaine précédente, Dom avait découvert qu'elle avait copié des fichiers depuis son bureau à domicile, des listes de clients, des contrats, des prévisions financières, tout le capital intellectuel de la firme. Dom prit en charge le barbecue. Une position idéale pour observer sans éveiller les soupçons, tout en donnant l'impression d'être occupé. Au fil de l'après-midi, et des verres de vin qui s'enchaînaient, les fissures de cette façade familiale commencèrent à apparaître, comme des craquelures sur un béton mal coulé. Alors que le soleil déclinait, Porsche tituba vers le grill. Elle n'avait cessé de fixer Dom toute la journée,
son regard devenant de plus en plus insistant, au fur et à mesure que son filtre social fondait dans l'alcool. « Tu sais Dom. » balbutia-t-elle, la voix pâteuse, « t'es un mec bien. Trop bien pour elle. Elle couche avec. » Oups. Le silence tomba, pesant. La confession flottait entre eux, suspendue dans l'air comme une lame invisible. Dom ne bougea pas. Ses pinces à barbecue figées au-dessus des braises. Mélanie et Vivian apparurent instantanément, se postant de part et d'autre de Porsche comme deux gardes du corps. Elle a trop bu, lâcha Mélanie, les dents serrées, en attrapant le bras de sa sœur. Dom les observa traîner Porsche vers la maison. « Je devrais peut-être aider », murmura-t-il pour lui-même, les suivant discrètement. Dans le couloir, devant la salle de bain des invités, il entendit le murmure empoisonné de Vivian. « Idiote, tu as failli tout foutre en l'air. Il ne doit rien savoir, pas avant la semaine prochaine. Notre avocat travaille encore dessus. » Les sanglots alcoolisés de Porsche couvrirent la retraite silencieuse de Dom. Il retourna au grill, l'éteignit méthodiquement, rangea les restes. Quand Mélanie sortit enfin de la maison, il était en train de charger la voiture. « Porsche est un vrai désastre, » soupira-t-elle. Toujours à semer le chaos. Dom hocha la tête. Les familles sont compliquées. Elle le fixa un instant. Elle t'a rien dit, de bizarre, j'espère? Il observa sa femme depuis 11 ans, une étrangère aux traits pourtant familiers, et lui offrit une réponse sincère, unique, brute. Rien que je ne savais déjà, Mel. L'inquiétude traversa brièvement son regard, vite masqué. Elle est saoule. Et jalouse depuis l'université. Dom referma le coffre. Prêt à rentrer. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant. Arrivé dans leur maison de verre, il refusa poliment son offre d'un dernier verre. En fait, j'ai un coup de fil à passer. Un dossier pro. Dans son bureau, il appela son propre avocat, Vincent Costello. Pas l'avocat de famille qui avait rédigé leur contrat prénuptial. Non. Celui qui avait représenté son père dans des affaires, plus sensibles. Vincent. C'est Dominique Russo. J'ai besoin de toi. Il marqua une pause. C'est pour maintenant. La réponse de l'avocat fut immédiate. Dîner du chantier naval. Demain matin. 7 heures. J'y serai. Dom raccrocha. Et contempla le lac. Transformant sa rage en stratégie. Tout dans sa vie et de ses projets architecturaux à ses décisions d'affaires avait toujours été le fruit d'une planification méticuleuse. Cette fois, ce serait son chef-d'œuvre. Plus tard, pendant que Mélanie dormait, il prépara un sac avec l'essentiel, le plaça dans sa camionnette, puis revint se coucher. Il s'allongea à côté de sa femme. Pour la dernière fois. Observant son visage à la lumière de la lune filtrant à travers les murs de verre. Le lendemain, elle se réveillerait dans un lit vide. Et la partie serait lancée. Il serait déjà loin. Inaccessible. Hors de portée. Dom ferma les yeux. Les fondations sont posées, murmura-t-il, un vieux rituel de ses débuts dans la construction. Maintenant, on construit. Et potentiellement préjudiciable à sa position dans la procédure de divorce. Le sourire de Dom n'atteignait pas ses yeux. Je ne prévois pas un divorce, dit-il d'un ton calme, presque glacé. Je prévois une renaissance. Pendant les 3 heures suivantes, ils esquissèrent les grandes lignes de la stratégie de Dom. Vincent jouerait le rôle d'intermédiaire dans une série de manœuvres financières. Rien d'illégal, mais suffisamment complexe pour rester indétectable à court terme. Dom devait disparaître complètement des radars. Et tes projets? Tes clients? Demanda Vincent, perplexe. Carlo, mon chef de projet, peut gérer les chantiers en cours, répondit Dom en haussant les épaules. Quant aux nouvelles affaires, parfois, il faut sacrifier un pion pour capturer la reine. Après le petit déjeuner, Dom se rendit dans une petite banque du comté voisin. Là-bas, il possédait un coffre-fort que Mélanie ignorait totalement. À l'intérieur, de l'argent liquide, un passeport, des documents importants et un téléphone prépayé. Il retira tout, verrouilla le coffre désormais vide et rendit la clé.
Ensuite, direction un garde-meuble loué sous le nom de son père. Là, il échangea son luxueux SUV contre un vieux pick-up discret, acheté en liquide plusieurs mois auparavant, sans aucune trace administrative à son nom. Avant midi, Dom avait activé le téléphone prépayé, transféré une somme importante mais légale sur un compte créé par Vincent, puis franchi la frontière de l'État. Sa destination, une cabane isolée dans la péninsule supérieure du Michigan. Une propriété acquise 5 ans plus tôt via une société de construction. À l'origine, il l'avait rénovée pour un client incapable de le payer. En guise de règlement, ce dernier lui avait signé l'acte de propriété. Aucun lien officiel avec Dom. Pendant ce temps, la journée de Mélanie se déroulait normalement, jusqu'à son retour à la maison à 18 h. Dom n'était pas là. Elle l'appela. Boîte vocale. Directement. À 21 h, l'irritation fit place à l'inquiétude. À minuit, après avoir contacté ses amis et son bureau, l'inquiétude devint panique. À 3h17 du matin, elle appela sa mère. « Il est parti », dit-elle sans préambule. « Et je crois qu'il sait. » La voix de Vivian devint tranchante. « Parti ? Que veux-tu dire par là ? Il n'est pas ici. Il ne répond pas. Son sac de nuit a disparu. » Vivian fronça les sourcils. « Tu as vérifié vos comptes ? » Mélanie avait un compte joint, chèque, épargne, investissement, rien n'y avait bougé. Les comptes personnels de Dom non plus. Tout semblait normal. Mais quelque chose cloche, admit-elle. Il prend juste du recul, tenta Vivian. Les hommes font ça. Il reviendra quand il aura digéré tout ça. Mais Dom Russo ne revint ni le lendemain, ni le surlendemain. Le 3e jour, Mélanie déposa un signalement pour disparition auprès de la police locale. Ils retrouvèrent le SUV de Dom au parking longue durée de l'aéroport, mais aucune preuve qu'il ait pris un vol. Son passeport n'avait pas été utilisé. Le 5e jour, Mélanie contacta leur avocat de famille, Howard Bremer. Ce dernier tenta de joindre Vincent Costello. Vincent confirma que Dom l'avait consulté pour une restructuration d'entreprise, mais sans évoquer aucun voyage. Le 7e jour, Mélanie était au bord de la crise. Elle appela le père de Dom. Il écouta, silencieux, puis répondit avec une concision sicilienne. « Mon fils n'est pas porté disparu. Il est ailleurs. »« Que voulez-vous dire par là ?» s'emporta Mélanie. « Il veut dire qu'il sait ce que tu as fait. Et qu'il réfléchit à la suite. » Le téléphone de Dom sonna pour la 33e fois de la semaine. Boîte vocale, encore. Cette fois, Mélanie craqua. « Nick, s'il te plaît, » murmura-t-elle, en utilisant le surnom que seuls les proches employaient. « Quoi que tu crois savoir, on peut en parler. Reviens à la maison. » Dans sa cabane, Dom écoutait le message en haut-parleur, fixant le feu crépitant dans la cheminée. Les murs nus sentaient le pain brut, le mobilier était réduit au strict minimum. Seul luxe, une grande table de dessin près de la fenêtre. Depuis une semaine, il y passait ses soirées à concevoir des plans, mais pas pour bâtir. Pour démolir. Il déposa son crayon et contempla les schémas complexes qu'il avait tracés. Des plans méthodiques pour la destruction d'un empire. Chaque page représentait une phase dans le démantèlement du monde de Mélanie, la sécurité de Reed, le contrôle de Vivian. Il sortit de son portefeuille une photo de Mélanie, prise le jour de leur mariage. Son sourire, confiant, presque possessif. Il jeta la photo dans le feu et la regarda se recroqueviller dans les flammes jusqu'à devenir cendre. « Maintenant » murmura-t-il à la pièce vide. « On commence. » Chapitre 5, l'architecte de l'ombre. Le premier mois de la disparition de Dom transforma la panique en opportunité pour ceux qui pensaient l'avoir surpassé. Sous la direction stratégique de Vivian et les conseils de leur nouvel avocat, Mélanie cessa d'être l'épouse inquiète. Elle devint la femme d'affaires pragmatique. Il a tout abandonné. L'entreprise. Le mariage. Tout, expliquait-elle à leurs amis communs. Et la sympathie qu'elle reçut, la flattait. Je fais juste de mon mieux pour faire vivre son héritage. Profitant de ses 40% de part dans Russo Architectural Design,
elle s'imposa en situation de contrôle d'urgence. Les employés, fidèles à Dom mais soucieux de leur avenir, acceptèrent à contre-cœur sa direction. Reed, gardant ses distances en public mais proche en privé, la guida tout au long de cette transition. Il t'a fait un cadeau, lui souffla-t-il un soir dans son lit. Pas de divorce sale. Pas de bataille publique. Juste, une absence. Ça n'a pas de sens, objecta-t-elle. Dom n'est pas impulsif. Tout ce qu'il fait a un but. Reed embrassa son épaule. Peut-être que son but, c'était d'abandonner. Mais pendant ce temps, dans le nord du Michigan, Dom s'était construit une nouvelle routine. Le matin, entraînement physique. Course dans les forêts denses. Nage dans un lac glacial. Bois fendu jusqu'à l'épuisement. L'après-midi, stratégie. Recherche méticuleuse. Documentation. Révision de ses plans. Le soir, création. Conception des outils de son retour. Il avait laissé pousser sa barbe. Perdu 7 kilos. Durci, non seulement son corps, mais aussi sa volonté. Vincent lui rendit visite une fois, apportant des provisions, et l'information le laissa sans voix. Dom avait changé, radicalement. Tu as l'air différent, observa l'avocat avec prudence. Je suis différent, répondit Dom calmement. Mis à jour, le rapport de Vincent était complet, méticuleux. Mélanie avait demandé le divorce, invoquant un abandon total. Le tribunal lui avait accordé le contrôle temporaire de l'entreprise. Elle avait même osé installer Reed dans la maison de verre. Ils ne font même plus semblant, nota Vincent avec un léger mépris. Dom hocha la tête. Prévisible. Et Carlo, demanda-t-il ensuite. Ton chef de projet coopère, en apparence. Mais il me contacte chaque semaine. Il reste loyal envers toi. Et ton père m'a chargé de te dire que le temps souterrain est nécessaire. Vincent haussa un sourcil, intrigué. Qu'est-ce que ça signifie? Dom esquissa presque un sourire. Une histoire de famille. Quand mon grand-père a dû fuir certains associés d'affaires en Sicile, il a vécu 8 mois caché dans une pièce secrète sous sa vigne. Mon père appelle cette période le temps souterrain, le moment de retrait avant que la justice ne frappe. Vincent hésita. Je dois te conseiller, peu importe ce que tu prépares, je ne veux pas connaître les détails. Dom l'interrompit. Je comprends. Mais j'ai besoin de toi pour une chose. Il lui remit une enveloppe scellée. Dans exactement 2 semaines, donne ça à Carlo. Et dis-lui de suivre les instructions à la lettre. Après le départ de Vincent, Dom retourna à sa table de dessin. Le plan qu'il avait conçu suivait 3 phases, à l'image de ses projets d'architecture. Fondation, structure, finition. La fondation était posée. Sa disparition avait créé l'illusion nécessaire. Mélanie et ses complices croyaient avoir gagné. Ils construisaient leur nouvelle vie sur ce qu'ils pensaient être sa reddition. Venait maintenant la phase de structure. Depuis son cabanon isolé dans le Michigan, Dom passait des appels. Téléphone prépayé, impossible à tracer. Il contactait d'anciens clients approchés par Mélanie, des fournisseurs de longue date, des entrepreneurs à qui il avait déjà rendu service. Son message était simple et glaçant. Je vous observe. Je reviendrai. Faites le bon choix. Certains ignoraient ces mots mystérieux. Mais ceux qui connaissaient la réputation de Dom pour sa vengeance méthodique commençaient à s'inquiéter. 2 semaines après la visite de Vincent, Carlo reçut l'enveloppe scellée. Le lendemain, il demanda une réunion urgente avec Mélanie. Nous avons un problème, annonça-t-il, posant un dossier sur son bureau dans ce qui avait été le bureau de Dom. 3 clients majeurs retirent leur projet. Mélanie fronça les sourcils. Pourquoi? On est dans les délais. Le budget est maîtrisé. Ils disent avoir signé avec Dominique Russo, personnellement. Sans lui, ils ne veulent pas continuer. Ils préfèrent annuler, quitte à payer les pénalités. Oui. Près de 2 millions de pertes. Mélanie calcula. Qui tire les ficelles? Carlo resta neutre. Ils ont décidé ça, indépendamment. Mais ce n'était pas vrai.
Dom avait fourni à Carlo des dossiers détaillés sur chaque client, problème personnel, enjeux financiers, fragilité. Carlo n'avait fait qu'appliquer la bonne pression, au bon moment. Durant le mois qui suivit, Russo Architectural Design perdit client après client. En parallèle, les fournisseurs exigèrent désormais un paiement anticipé, justifiant ce revirement par les changements de direction. La trésorerie de l'entreprise s'effondra. Mélanie dut contracter un prêt à taux exorbitants, en hypothéquant la maison de verre. « C'est lui », hurla-t-elle à Reed un soir. D'une manière ou d'une autre, il orchestre tout ça. Reed, dont la situation financière était bien plus fragile qu'il ne l'avait laissé croire, commença à s'inquiéter. « Ton 40% vaut encore des millions, sur le papier », tenta-t-il de la rassurer. « On pourrait vendre ta part, recommencer ailleurs. » Mais quand Mélanie chercha des acheteurs potentiels, un nouvel obstacle se dressa. La propriété intellectuelle. Les plans innovants, qui faisaient la valeur de Russo Architectural, étaient protégés par des droits d'auteur au nom personnel de Dom, pas celui de l'entreprise. Sans sa bibliothèque de design, sa part ne valait presque plus rien. Au 3e mois de l'absence de Dom, Vivant convoqua une réunion stratégique chez elle. Autour de la table, Mélanie, Reed et leur avocat. « On est en train de se faire démonter, pièce par pièce », admit Mélanie. L'entreprise s'effondre. La maison est hypothéquée. Et notre position légale s'affaiblit chaque jour. L'avocat tout sauta. Il y a un autre souci. Si nous ne pouvons prouver sa mort ou un abandon prolongé, la procédure de divorce stagne. Et sans divorce, votre droit aux biens matrimoniaux reste théorique. On ne peut pas le déclarer mort, demanda Vivant, impatiente. Le Wisconsin exige 5 ans d'absence inexpliquée. Sauf preuve de danger ou de décès. Le visage de Vivant s'assombrit. Alors, peut-être, qu'on doit créer une telle preuve. Un silence glacial s'installa. Que insinues-tu ? demanda Reed, inquiet. Je dis simplement, répondit Vivant lentement, que nous devons envisager toutes les options pour résoudre cette situation. Définitivement. Dans sa cabane du Michigan, Dom reçut un SMS d'une source inattendue, Todd. Le mari discret de Porsche. Un comptable invisible. Le message était bref. Il parle de te déclarer mort. Peut-être, de l'arranger. Fais attention. Dom n'avait pas prévu Todd. Peut-être que d'autres pièces bougeaient sur l'échiquier sans qu'il le sache. Il ajouta une note à son plan. Évaluer le potentiel de Todd. Puis il saisit son téléphone. Et il passa l'appel qu'il préparait depuis des mois. C'est le moment, dit-il à Vincent. Lance l'effondrement du cadre. Loin de la conscience de Mélanie, l'infrastructure juridique de son monde s'apprêtait à s'effondrer. Chapitre 6. La résurrection. 4 mois après sa disparition, Dominique Russo réapparut, non pas physiquement, mais en tant qu'entité juridique, affirmant ses droits à travers une offensive éclair de dépôt judiciaire soigneusement orchestrée par Vincent Costello. À 9h du matin, un lundi, des requêtes furent déposées simultanément dans 3 tribunaux différents. Premièrement, une pétition au tribunal commercial contestant la prise de contrôle d'urgence de l'entreprise par Mélanie. Elle était accompagnée de preuves montrant que Dom était resté en contact régulier avec Carlo tout au long de son absence, dirigeant activement les décisions clés de l'entreprise. L'abandon évoqué pour justifier sa prise de pouvoir s'effondra comme un mensonge bien ficelé. Deuxièmement, une plainte civile contre Reed pour ingérence délibérée dans les relations commerciales. Des documents accusaient Reed d'avoir ciblé intentionnellement le mariage de Dom afin d'accéder à son expertise architecturale et à sa clientèle. Troisièmement, une plainte pénale contre Vivant pour complot en vue de commettre une fraude. Elle s'appuyait sur des enregistrements dans lesquels elle évoquait la fabrication de preuves de la mort de Dom. Ces enregistrements provenaient de Todd, qui, depuis bien avant la disparition de Dom, avait commencé à rassembler des preuves en silence, poussées par des années de manipulation de Vivant et d'infidélité de Porsche. Todd avait trouvé en Dom un allié inattendu. À midi, la nouvelle s'était répandue dans tout le comté de l'Acquéside. Le soir même, elle faisait les gros titres des revues d'architecture nationale. L'étoile disparue du design revient avec vengeance. Mélanie apprit l'existence des plaintes lorsque des journalistes commencèrent à appeler pour des commentaires.
Elle contacta immédiatement leur avocat, déjà submergé par des montagnes de motions et de dossiers de preuves. C'est une attaque coordonnée, expliqua l'avocat, dépassé. Il planifie cela depuis des mois, voire plus, et il a des preuves, Mélanie, des enregistrements, des documents, des témoignages. Et notre affaire, s'exclama-t-elle. Et le divorce? Son équipe a déposé une contre-pétition, accusant de fraude et de conspiration. Il demande la suspension de la procédure de divorce dans l'attente d'une enquête criminelle. Criminelle? La voix de Mélanie s'éleva. Quelle enquête criminelle? L'avocat hésita. Les accusations de conspiration contre votre mère sont sérieuses. Et ce n'est pas tout. Ils ont soumis des éléments suggérant que vous et Reed avez discuté d'éliminer Dominique, définitivement. C'est absurde. Jamais nous n'avons, Mélanie s'interrompit. Elle se souvenait des paroles de Vivant lors de leur réunion stratégique. Le jour suivant, un juge accorda la demande de Vincent, une ordonnance restrictive temporaire empêcha Mélanie d'accéder aux comptes de l'entreprise ou d'entrer dans les bureaux. Carlo fut nommé gestionnaire intérimaire. Reed, pris dans sa propre tempête judiciaire, prit ses distances immédiatement. Il faut tout mettre en pause, jusqu'à ce que ça se calme, dit-il à Mélanie par téléphone, sans même oser la voir en face. Vivant, assigné à domicile, subit un léger AVC dû au stress et fut hospitalisé. L'audience préliminaire de son affaire fut repoussée. Pendant tout ce temps, Dom resta physiquement absent. Sa résurrection légale s'effectua sans son corps, un fantôme maniant les rouages de la justice. Le troisième jour, que le journal local surnomma l'offensive Russo, Mélanie reçut un SMS d'un numéro inconnu. Maison de verre. 20h, viens seule. Elle arriva et trouva la maison plongée dans le noir. Utilisant sa clé, elle entra prudemment, appelant, sans obtenir de réponse. Dans la grande salle surplombant le lac, une seule lampe éclairait la table à dessin de Dom. Des plans d'architecture y étaient dépliés. Mais ce n'étaient pas des plans de construction, c'étaient des schémas de démolition, des dessins détaillés montrant les faiblesses structurelles de la maison de verre. Les points porteurs, la séquence nécessaire pour la faire s'effondrer tout en laissant les fondations intactes. Mélanie fixa la précision des rendus. Elle comprit qu'elle observait une métaphore devenue littérale, Dom avait conçu la destruction méthodique de tout ce qu'ils avaient construit. C'est magnifique, non, dit une voix derrière elle. Elle se retourna d'un coup. Il se tenait dans l'ombre, plus mince, plus dur, barbu, mais indubitablement Dom. Sa voix était la même, posée, contrôlée. Mais ses yeux, ils portaient quelque chose de nouveau. Quelque chose de définitif. Nick? Souffla-t-elle. Tu es là. Je suis partout, corrigea-t-il calmement. J'ai toujours observé, planifié. Ces attaques légales, commença-t-elle, elles sont basées sur des mensonges. Et chaque dépôt est appuyé par des preuves que tu as fournies, Mélanie, coupa Dom. Tes mots, tes actes, tes conspirations. Si c'est à propos de Reed. Ce n'est pas à propos de ta liaison, dit-il en avançant, son visage désormais dans la lumière. Les liaisons et les mariages ne nécessitent pas ça. Il désigna les plans de démolition. Ça, c'est pour une trahison d'une autre ampleur. Toi. Ta mère. Reed. Vous m'avez vu comme un obstacle à éliminer. Une ressource à exploiter. Vous avez envisagé de me faire tuer, Mélanie. Elle secoua la tête, paniquée. C'était Vivant qui délirait. On n'a jamais eu l'intention de. L'intention est sans importance. Le plan, c'est tout. Il tapota les schémas. Et je suis un meilleur planificateur que vous tous réunis. Que veux-tu? Demanda Mélanie, la voix tremblante. Dom resta calme. Je veux que tu comprennes ce qui se passe. J'ai conçu une démolition contrôlée de ton monde. L'entreprise est déjà perdue pour toi. Les enquêtes criminelles continueront, peu importe ce qui se passe entre nous. Ta mère sera probablement inculpée. Reed t'a déjà abandonné. Et cette maison? Il jeta un regard circulaire au mur de verre qui reflétait leur silhouette. Cette maison avait toujours été conçue pour s'effondrer. Tu es en train de tout détruire par pure vengeance,
l'accusa Mélanie. Dom éclata franchement de rire, un son que Mélanie réalisa ne pas avoir entendu depuis des années. Non, Mel. Je nettoie les fondations, pour reconstruire. Il la regarda droit dans les yeux. La vraie question, c'est, veux-tu sauver quelque chose pour toi-même? Il fit glisser un dossier sur la table à dessein vers elle. Ce ne sont pas des termes pour une réconciliation, ça c'est impossible, mais pour une extraction contrôlée, quelque chose qui te laissera au moins une part. Et l'alternative, demanda-t-elle, sans toucher au dossier. Je continue exactement comme prévu, l'assaut judiciaire, les enquêtes criminelles, la destruction professionnelle, le démantèlement complet de la vie que tu pensais sécuriser. Son ton restait calme, presque amical. Tu garderas ta liberté, mais pas grand-chose d'autre. Finalement, Mélanie saisit le dossier. À l'intérieur, un accord de règlement si complet qu'il prévoyait même des éventualités auxquelles elle n'avait jamais songé. En échange de sa coopération dans les enquêtes visant Vivant et Reed, de sa renonciation totale à toute revendication sur la société, et de son départ définitif du comté de l'Acquéside, elle recevrait un règlement financier suffisant pour recommencer ailleurs. « Pourquoi m'offrir quoi que ce soit ?» demanda-t-elle. « L'efficacité, » répondit Dom. « Cela met fin au processus plus rapidement. » Il s'interrompit un instant. « Et puis, nous avons construit quelque chose de réel, autrefois, avant que l'ambition ne le corrompe. » Elle le scruta, cherchant l'homme qu'elle avait épousé. « Est-ce que tu m'as aimé un jour? Est-ce que tu m'as vu? » Il répliqua. « Pas comme un atout ou un tremplin, mais comme un homme. » La question resta suspendue entre eux. Sans réponse. Parce qu'au fond, il connaissait déjà la vérité. « Tu as 24 heures, » déclara Dom en se dirigeant vers la porte. « Ensuite, je lance le plan de démolition complet. » Alors qu'il atteignait le seuil, Mélanie l'appela. « Depuis combien de temps tu prépares ça? La disparition, la collecte des preuves, tout ?» Dom s'arrêta. « J'ai commencé à documenter les incohérences dans ton comportement il y a 14 mois. J'ai établi des clauses juridiques il y a 8 mois. J'ai sécurisé des propriétés et véhicules secondaires il y a 6 mois. » Il se retourna vers elle. « J'ai conçu ce plan de démolition la semaine où nous avons emménagé. J'ai établi des stratégies de sortie pour chaque structure que je crée, Mélanie. C'est ce que font les architectes. » Il sortit. Mélanie resta seule, debout, dans cette maison de verre. Transparente, vulnérable. Rien n'avait été caché. Rien n'avait été protégé. Dehors, le lac reflétait la lumière de la lune aussi belle et froide que l'homme qui avait construit ce piège parfait. Elle avait 24 heures pour choisir, sauver quelque chose ou tout perdre. Chapitre 7, la démolition contrôlée. L'aube surprit Mélanie encore éveillée dans la maison de verre, les documents de règlement étalés devant elle. Elle avait appelé Reed toute la nuit, en vain. Il avait cessé de répondre après une première conversation brève. « Je ne peux pas être mêlé à ça », lui avait-il dit. « Mon éditeur parle déjà de résilier mon contrat à cause du scandale. Je dois prendre mes distances. » « Prendre tes distances ?» avait-elle répété, incrédule. « Après tout ce qu'on avait prévu ? » On avait prévu un divorce, et une relation, précisa Reed. Pas des conspirations criminelles et une faillite. Je suis désolé, Mélanie. Je dois me protéger. Elle tenta d'appeler sa mère ensuite, mais Vivant était toujours hospitalisé, sous sédation, injoignable. Porsche refusa toute conversation au téléphone, soupçonnant même son propre mari d'enregistrer leurs échanges. Isolée, acculée, Mélanie fit finalement ce que Dom attendait d'elle. Elle calcula froidement la meilleure option restante, et signa l'accord à exactement 8 heures. Vincent Costello arriva pour récupérer les documents. Son attitude professionnelle ne vacilla pas tandis qu'il vérifiait les signatures. « Monsieur Russo avait anticipé votre décision », constata Vincent en lui tendant une enveloppe scellée. « Voici les détails de votre vol. Une voiture viendra vous chercher à midi. »« Un vol ?» s'étonna Mélanie. « Vers où ? » Phoenix. Monsieur Russo a pensé que le désert constituerait un contraste adéquat avec votre vie ici. Le ton de Vincent resta neutre.
La propriété là-bas est modeste mais confortable. Tous les services sont à votre nom. Un compte bancaire local a été approvisionné avec le montant initial de votre règlement. Mélanie ouvrit l'enveloppe, billets en première classe, adresse, informations bancaires, tout parfaitement organisé. Il avait tout prévu pour que j'accepte, dit-elle à haute voix. Vincent esquissa un mince sourire. Monsieur Russo prévoit tous les scénarios, Madame Russo. Mais oui, il considérait cela comme l'issue la plus probable. Et si j'avais refusé? D'autres arrangements étaient prêts. Vincent consulta sa montre. Les déménageurs vont bientôt arriver pour emballer vos effets personnels. Le reste du contenu reste avec la maison. Il garde la maison de verre, demanda Mélanie, surprise. Même avec tous les souvenirs? Vincent la regarda, intrigué. Non, Madame Russo. La démolition commence demain. Pendant que Mélanie partait pour l'Arizona, Dom sortait de l'ombre. Il s'installa temporairement dans un appartement du centre-ville, et une réunion fut programmée avec les employés du cabinet. Carlo les avait préparés autant que possible à cette rencontre. Mais rien ne pouvait vraiment les préparer à l'impact de voir leur fondateur en personne. Son apparence, profondément transformée par les mois passés loin, provoqua une onde de choc silencieuse dans la pièce. On aurait dit qu'une nouvelle version de lui-même se tenait là, plus calme, plus déterminé, presque intangible. Dom ne perdit pas une seconde en justification ni en excuses. Il n'était pas là pour expliquer, mais pour reprendre le contrôle. Le cabinet continue, déclara-t-il d'une voix ferme. Tous les projets en cours poursuivent leur cours. Les innovations en design reprennent immédiatement. Le seul changement, c'est la consolidation du leadership. Les questions sur Mélanie furent soigneusement esquivées. Celles sur son absence restèrent sans réponse, comme si elles appartenaient à une autre vie. Seule une question, posée par un jeune designer, fit vaciller un instant l'impassibilité de Dom. Et la maison de verre? Un mince frisson parcourut son visage. Puis, calmement, il répondit. Regardez le rivage du lac demain, à midi. Parfois, il faut assister à une fin pour apprécier un véritable commencement. Le lendemain, un attroupement se forma sur la plage publique, juste en dessous de la propriété de Dom. La rumeur s'était répandue, quelque chose d'inédit, d'inimaginable allait se produire. Isolé sur un promontoire rocheux, Dom observait la scène, impassible, regardant la maison en hauteur. Puis, à midi pile, une série d'explosions contrôlées parcourut la structure. Le spectacle était à couper le souffle. Chaque mur de verre se repliait sur lui-même avec une précision chirurgicale. Les poutres en bois cédèrent comme un château de cartes, l'ensemble s'effondrant sur ses fondations dans une grâce funèbre et silencieuse. En moins de 30 secondes, ce qui avait été un emblème d'architecture moderne n'était plus qu'une ruine parfaite, confinée dans l'espace même qu'elle occupait autrefois. Un silence lourd s'abattit, brisé par des halètements de stupeur et des murmures incrédules. Un journaliste local s'approcha, tendant son micro. « Monsieur Russo, pourquoi avoir détruit votre design le plus célèbre? Est-ce un geste symbolique en lien avec votre situation récente ?» Dom observait encore la poussière qui se dissipait lentement dans l'air. Cette structure avait rempli son rôle. Aujourd'hui, ses fondations vont servir à autre chose. Quelque chose de nouveau. Une vision fondée sur des priorités différentes. Quelle priorité? Insista le journaliste. Dom se détourna enfin, le regard dur et inébranlable. La solidité plutôt que la transparence. La substance plutôt que l'apparence. Il marqua une pause, puis ajouta. Parfois, la beauté n'est qu'une distraction qui masque les faiblesses structurelles. Je ne referai plus cette erreur. Ce moment, capturé par les caméras présentes, devint viral dans les cercles d'architectes. En l'espace de quelques heures, Dom Russo passait du statut de légende vivante à celui d'énigme visionnaire. Pendant ce temps, la situation de Reed s'effondrait à une vitesse fulgurante. La plainte déposée par Dom déclencha une clause de moralité dans son contrat d'édition. Son dernier manuscrit fut rejeté sans appel. Ses apparitions dans les événements littéraires furent annulées les unes après les autres. Mais le coup le plus dur fut la fuite de mails compromettants entre Reed et Mélanie,
dans lesquels ils discutaient de l'utilisation de l'expertise de Dom pour enrichir une série de romans à thème architectural que Reed préparait. 3 semaines après le départ de Mélanie, Reed reçut un message laconique. Boatouze. 19h. Il hésita à l'ignorer. Mais la curiosité, mélangée au désespoir, l'emporta. Le hangar à bateau, situé à la lisière de la propriété désormais vide de Dom, avait survécu à la démolition. Une simple construction en bois, sans prétention. Reed arriva à l'heure convenue et trouva Dom assis à une petite table. Entre eux, un échiquier. 2 chaises. Une partie déjà entamée. « Je ne savais pas que tu jouais », dit Reed en tentant de paraître détendu. « Il y a beaucoup de choses que tu ignores », répondit Dom, en désignant la chaise vide. « Assieds-toi. » Reed prit place, remarquant que les pièces étaient déjà engagées dans une partie complexe. « Blanc ou noir ?»« Les deux », répondit Dom. « Je joue contre moi-même depuis que je réfléchis à ton sort. » La tension monta. Le vernis de calme que tentait d'afficher Reed s'effrita. « Écoute, Russo. Ce qui s'est passé avec Mélanie, c'est terminé. » Mais Dom l'interrompit sèchement. « Elle a choisi un règlement. Sa mère fait face à des accusations, mais elle plaidera sans doute pour des charges réduites, compte tenu de sa santé. Toi, en revanche, tu n'as encore rien réglé. » Reed déglutit difficilement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Dom sourit froidement. « Cette question révèle à quel point tu ne comprends rien. Ce n'est pas une négociation. C'est une leçon. » Pendant 1 heure entière, Dom exposa avec calme et précision la chute programmée de Reed. Pas par violence. Pas par vengeance directe. Mais par un processus bien plus implacable, la destruction complète de sa crédibilité professionnelle. La plainte pour violation de droits d'auteur allait se poursuivre, appuyée par des preuves que Reed avait copié des concepts issus des designs protégés de Dom. Une action pour interférence délictueuse empêcherait toute publication future dans des domaines connexes. Et le plus dévastateur, Dom avait fourni à la maison d'édition des preuves irréfutables que plusieurs passages des œuvres précédentes de Reed étaient plagiés. « Tu veux rendre infertile tout ce que je touche » murmura Reed, comprenant l'image. « Tu veux que plus rien ne pousse. »« Non » corrigea Dom. « Je fais en sorte qu'il y ait des conséquences. Tu as tenté de t'approprier le fruit de mon travail pour nourrir tes intrigues. Tu as courtisé ma femme pour atteindre mon savoir. Tu t'es placé de manière à tirer profit de ma chute. » Il avança un faux blanc. « Tu croyais vraiment qu'il n'y aurait pas de réponse ? Je n'aurais jamais cru que tu serais capable d'une telle précision, » admit Reed. Dom esquissa un sourire. « Personne ne le croit. C'est pour ça que ça fonctionne. » Il se leva, laissant la partie inachevée. « Ta carrière est finie, Reed. Pas parce que je suis vindicatif. Mais parce que je suis méthodique. Les procès videront tes comptes. Les preuves de plagiat détruiront ta réputation. Et tous tes contacts dans l'industrie te tourneront le dos. Tu as pensé à tout, » dit Reed, amer. « Non, » répondit Dom en le corrigeant une dernière fois. « J'ai simplement planifié pendant que toi, tu improvisais. » Il s'éloigna, laissant Reed seul devant l'échiquier, entouré de pièces qui représentaient une partie dont l'issue avait été décidée bien avant qu'il ne s'y assoie. Et tandis que sa richesse croissante était un atout soigneusement sélectionné par Vivien pour le portefeuille de sa fille, elle regardait maintenant, depuis son lit d'hôpital, son œuvre méticuleuse s'effondrer sous ses yeux. Ce qui n'était à l'origine qu'un léger AVC était devenu un bouclier commode contre toute action judiciaire immédiate. Mais la stratégie méthodique de Dom avait anticipé ce scénario. Plutôt que de s'en prendre directement à elle, il s'était appuyé sur les preuves fournies par Todd pour lancer une série d'enquêtes sur des irrégularités financières remontant à des années, dans le cadre de son rôle historique de trésorière au sein de la Société historique de l'Acéside. Ils appellent ça un détournement de fonds, l'informa Porsche en arpentant nerveusement la chambre d'hôpital. 20 ans de fonds mal alloués, maman. Et tout est documenté, ligne par ligne. Qui est derrière tout ça, demanda Vivien, sa voix légèrement pâteuse à cause des médicaments. Todd Sera a enfin trouvé du courage. Porsche secoua la tête. Il a fourni les preuves initiales,
Oui, mais la documentation va bien plus loin. Ce sont des documents auxquels seul toi et le conseil d'administration aviez accès. Vivien se redressa légèrement, l'œil acéré. Et qui siège dans ce conseil, au juste? Le déclic fut immédiat pour Porsche. La femme de Carlos. La femme du chef de projet de Dom. Vivien poussa un soupir résigné. La portée de Dominique dépasse ce que nous avions imaginé. Où est ta sœur? Elle devrait être celle qui gère ça. Le visage de Porsche se durcit. Mélanie a accepté un accord avec Dom et a disparu en Arizona. Reed est en pleine débâcle professionnelle. Toi, tu fais l'objet d'une enquête. Et moi? Elle lâcha un rire amer. Todd a demandé le divorce et a quitté la maison. Apparemment, il documentait mes liaisons depuis des années. Liaisons, au pluriel? Vivien haussa un sourcil. Ne fais pas l'étonner, cracha Porsche. Tu savais. Tu m'as même couverte cet été-là avec l'instructeur de tennis, tu te souviens. Vivien balaya le commentaire d'un geste. Les indiscrétions stratégiques sont différentes des risques idiots. Ce qu'il faut, c'est consolider notre position. Si Mélanie a accepté un accord, nous devrions envisager la même chose. Il n'y a aucune option, maman, insista Porsche. Dom n'est pas intéressé par des arrangements. Il démolit tout. Tout le monde a un prix, répondit Vivien avec obstination. Trouve Vincent Costello. Essaie de découvrir ce qu'il faudrait pour étouffer cette affaire. Mais lorsqu'ils réussirent enfin à coincer Vincent devant son bureau, sa réponse fut sans appel. La situation de Madame Pearson est hors de toute négociation. Monsieur Russo a été très clair à ce sujet. Il doit bien y avoir quelque chose qu'elle pourrait offrir, insista Porsche. Des informations? Des excuses publiques? Vincent la regarda longuement, presque avec pitié. Vous ne comprenez toujours pas. Il ne s'agit pas de levier, ni d'échange. Votre mère a orchestré un plan visant à escroquer Monsieur Russo de son entreprise, et peut-être même à mettre sa vie en danger. Les conséquences ne sont pas négociables. Et maintenant, demanda Porsche, la gorge serrée. L'enquête de la société historique suit son cours. Les accusations de complot criminel progressent. Les poursuites civiles continuent également. Vincent redressa sa cravate, impassible. Madame Pearson risque la ruine financière, voire l'incarcération. Vu son âge et son état de santé, une assignation à résidence est possible, mais la ruine financière est inévitable. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Porsche le héla. Et moi? Quelle est ma sentence dans le grand plan punitif de Dom? Vincent s'arrêta, pensif. Fait étrange, Monsieur Russo n'a prévu aucun sort particulier pour vous. Il considérait que votre vie avec Todd était déjà une punition suffisante. Et maintenant que cela est terminé, vos propres limites définiront votre avenir. Le constat frappa Porsche en plein cœur, d'autant plus qu'il était vrai. Sans le soutien financier de Todd, elle n'avait plus aucune source de revenus. Son travail à temps partiel dans l'immobilier, rattaché à l'entreprise de Mélanie, s'était évaporé. Son passé de liaisons extra-conjugales avait éloigné la majorité de ses amis. À 41 ans, sans carrière, sans mari, et bientôt sans le soutien de sa mère, Porsche faisait face à ce que Dom avait toujours prédit, des limites qu'elle s'était elle-même imposées. 2 jours plus tard, Vivien fut victime d'un AVC majeur. Tandis que les machines surveillaient ses signes vitaux affaiblis, Porsche était assise à son chevet, faisant défiler des annonces d'appartements qu'elle ne pouvait pas se permettre. Un message interrompit sa recherche, cafétéria de l'hôpital. Maintenant. Elle y trouva Dom, assis devant une tasse de café, une autre posée en face. Il n'avait plus rien de l'architecte réservé qu'elle avait connu lors des réunions familiales. Cet homme dégageait une puissance froide, maîtrisée. « Assieds-toi », dit-il en poussant la tasse vers elle. Porsche resta debout. « Tu viens jubiler pendant que ma mère agonise à l'étage ? » « Ta mère survivra, » répondit Dom calmement. Son activité cérébrale est stable. Les médecins s'attendent à une récupération partielle. Comment peux-tu savoir ça? Son dossier médical est confidentiel. Dom ne s'y a pas. Très peu de choses sont vraiment protégées, Porsche.
c'est ce que ta famille n'a jamais compris. Elle finit par s'asseoir. Qu'est-ce que tu veux? Clarifier ta position. Tu es un dommage collatéral dans cette histoire. Impliqué, oui, mais pas central. Je n'ai aucun projet particulier concernant ton avenir. Comme c'est généreux de ta part, l'achat Porsche avec amertume. Tu as détruit ma sœur. Ruiné ma mère. Et moi. Et cela a déclenché mon divorce, mais tu n'as gracieusement aucune intention spécifique à mon égard, Dom. Il buta son café, ton sister a fait des choix, ta mère a fait des plans, ton mari a documenté tes trahisons. Moi, je n'ai fait que fournir la structure pour les conséquences, et maintenant je suis sans abri et sans emploi. D'autres conséquences. Maintenant, tu fais face à la réalité sans filtre, corrigea Dom, une réalité que peu dans ta famille ont expérimentée. Il poussa une enveloppe sur la table, une proposition, pas de la miséricorde, je tiens à ce que ce soit clair. À l'intérieur, il y avait des informations sur un poste de gestion immobilière dans une station balnéaire du nord du Wisconsin, loin du comté de l'Acéside. Le travail incluait un logement. Pourquoi m'aider? Demanda Porsche avec suspicion. Je ne t'aide pas, je retire une distraction. Dom se leva, la position commence le mois prochain. Accepte ou décline, cela ne changera rien à mes plans, mais c'est le seul secours que tu recevras. Alors qu'il s'éloignait, Porsche l'appela, est-ce que tout ça était réel, ce que tu ressentais pour Mélanie, cette famille? Dom s'arrêta sans se retourner. Il répondit, j'ai conçu une vie que je pensais être structurée correctement, j'avais tort. Puis il continua son chemin. Je ne fais pas deux fois la même erreur. Pendant ce temps, à Phoenix, Mélanie tentait de reconstruire à partir des cendres. La maison modeste que Dom avait arrangée était confortable mais volontairement ordinaire, rien à voir avec la vitrine architecturale qu'ils partageaient. Les fonds de la liquidation assuraient une certaine sécurité, mais pas le luxe. Ce qui était le plus déstabilisant, c'était l'absence d'identité. À l'Acéside, elle était Mélanie Russo, épouse de l'architecte brillant, agente immobilière des élites. À Phoenix, elle n'était personne, une femme d'âge moyen recommençant sans connexion ni réputation. Elle essaya de contacter Reed, mais ses numéros étaient déconnectés. Sa mère était toujours hospitalisée. Porsche répondait aux textos avec de plus en plus de renséures. Même ses anciens amis et clients s'étaient éloignés, prudents face à la capacité démontrée de Dom pour la vengeance méthodique. Un mois après son exil, Mélanie reçut un colis. À l'intérieur, il y avait un petit modèle architectural, une réplique parfaite de la maison en verre avant sa destruction. Aucun mot ne l'accompagnait, mais elle comprit le message, souviens-toi de ce qui a été perdu. Elle posa le modèle sur sa cheminée, un rappel du prix de l'ambition. Certaines nuits, elle s'assit, fixant les petites parois, se demandant à quel moment les fondations avaient commencé à se fissurer. Chapitre 9, l'héritage du bâtisseur. Un an après l'effondrement de la maison en verre, Dominique Russo dévoila sa nouvelle maison, construite sur la même fondation. Contrairement à son prédécesseur, cette structure était principalement en bois et en pierre, des matériaux qui vieillissent avec caractère plutôt que de révéler chaque défaut. Des éléments en verre subsistaient, mais placés stratégiquement pour capter la lumière plutôt que d'exposer l'intérieur. La communauté architecturale salua cette œuvre comme son plus grand chef-d'œuvre résidentiel, une déclaration mûre sur la vie privée et la révélation. Ce que personne en dehors du cercle intime de Dom ne comprenait, c'est que cette maison représentait sa reconstruction personnelle. Carlo, désormais associé à part entière dans le groupe Russo Design, supervisa la réception exclusive marquant l'achèvement de la maison. L'élite du comté s'était rassemblée, curieuse de voir à la fois le design révolutionnaire et son créateur énigmatique. Dom avait changé au cours de ces dernières années. Sa dureté demeurait, mais la barbe avait disparu, remplacée par une barbiche soigneusement taillée, qui complétait ses cheveux désormais grisonnants. Il se déplaçait dans la foule avec une énergie contenue, discutant théorie architecturale avec ses collègues mais ne révélant rien de personnel. Vincent Costello observait depuis un coin, en train de savourer un scotch. Il a reconstruit plus qu'une maison, remarqua l'avocat à Carlo. Il s'est réinventé. Carlo acquiesça. Le cabinet est plus fort que jamais. 3 projets internationaux,
le centre culturel de Chicago, et des demandes que nous ne pourrons jamais satisfaire. Et le prix personnel? Demanda Vincent, doucement. Avant que Carlo ne puisse répondre, la foule se sépara pour laisser entrer un retardataire. Todd, l'ex-mari de Porsche, l'expert comptable, s'approcha de Dom avec une nervosité visible, tendant la main. Leur conversation fut brève mais semblait courtoise. Lorsque Todd s'éloigna, Dom retourna à sa position, regardant le lac, l'expression inchangée. « Voici ta réponse, » dit Carlo à Vincent. Il reconnaît les alliés mais garde ses distances. Le professionnel prospère tandis que le personnel reste sélectif. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, Dom s'assit seul sur sa terrasse. La nouvelle maison s'était installée autour de lui, le bois craquant et la pierre solide créant des sons fondamentalement différents du silence de la maison en verre. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Le modèle est arrivé. Un rappel ou un avertissement? Mélanie. Dom s'était demandé si elle le contacterait après avoir reçu la mini-maison en verre. Il pensa ignorer le message. La démolition de leur vie partagée était terminée. Vivant avait évité la prison à cause de sa santé, mais elle était sous assignation à résidence, ses finances dévastées par les paiements de restitution. Reed s'était retiré dans l'obscurité du Midwest, sa carrière littéraire irrécupérable. Porsche avait accepté le poste au complexe touristique, disparaissant dans les bois du Nord. Mélanie elle-même existait dans une sorte de limbe, un exil façonné par Dom, assez confortable pour survivre, mais dépouillé de son statut et de ses connexions qui avaient alimenté son ambition. La machine juridique que Dom avait mise en marche continuait de tourner sans nécessiter son attention. Le cabinet prospérait sous sa nouvelle vision, la maison était terminée, et il n'y avait aucun avantage tactique à répondre à son message. Pourtant, Dom se retrouva à taper. Ni un acquiescement, ni une réponse. Elle répondit rapidement. De ce qui a été perdu ou de ce qui n'a jamais été réel. Il posa son téléphone sans répondre. Certaines questions n'ont pas de réponse significative, ou peut-être trop de réponses possibles, aucune d'elles utile, ni pour l'un ni pour l'autre. Dans sa nouvelle maison, Dom se rendit dans son bureau privé où des plans architecturaux pour son prochain projet étaient éparpillés sur sa table à dessin. Ce n'était pas une nouvelle résidence, mais un centre communautaire pour les jeunes à risque, une structure conçue pour soutenir plutôt que pour impressionner, pour abriter plutôt que pour exposer. Le design intégrait les leçons de la destruction et de la reconstruction, des matériaux résilients, plusieurs systèmes de soutien, des fondations creusées plus profondément que les exigences standards, un bâtiment capable de résister aux tempêtes, littérales et métaphoriques. Dom ajouta les dernières annotations au plan, un sentiment de satisfaction remplaçant l'objectif froid qu'il avait poussé à travers des mois de vengeance calculée. Il avait démoli une vie bâtie sur des hypothèses erronées et en avait construit une nouvelle sur une vision plus claire. Le téléphone vibra à nouveau. Il s'attendait à un autre message de Mélanie, mais trouva un texto de son père. Le temps souterrain a servi son but. La nouvelle fondation est solide. Dom sourit légèrement. Son père, désormais dans ses 80 ans, était la seule personne qui comprenait vraiment la transformation que Dom avait orchestrée, pas seulement de ses circonstances, mais de lui-même. Il répondit, le bâtisseur endure, la structure s'adapte. La réponse de son père arriva immédiatement, comme il se devait. Dom posa le téléphone de côté et retourna à ses dessins. Le passé était enfin scellé sous une fondation suffisamment solide pour supporter tout ce qu'il choisirait de construire ensuite. À Phoenix, Mélanie fixa son message sans réponse. La mini-maison en verre scintillait sous la lumière de la lune sur sa cheminée. Elle comprit maintenant ce qu'elle n'avait pas vu pendant leur mariage, le silence de Dom n'avait jamais été de la faiblesse, mais un calcul, son attention aux détails n'était jamais de l'obsession, mais une stratégie, sa patience n'était jamais de l'indécision, mais du timing. Elle posa son téléphone face contre la table. Certaines conversations étaient destinées à rester inachevées, certaines questions éternellement sans réponse. La maison en verre était tombée, ses murs transparents s'étant révélés finalement indéfendables. Tout ce qui restait était de construire quelque chose de nouveau, en comprenant que certaines structures, une fois brisées, ne peuvent jamais être restaurées, seulement rappelées comme des avertissements contre des défauts de fondation trop fondamentaux pour être réparés.
C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo à l'écran, et je vous verrai. I do fear I do think there has been a case of somebody that actually died from getting swatted, but it wasn't Redfall, was it? Oh, okay. Wow. That's fucking sad, dude. That's heavy as shit. Yeah, that was what, like around 2020? 2015. Really? Alright, we got some of this pale oak. $2013. Yeah, that sounds about right. Okay, I need a flint. Okay. Nope. I still subbed a meltdown, by the way. That's crazy. That's actually insane. Yeah, I need to reconnect with him. He said he still streams? Almost 100 months? Holy. That's insane, actually. Blech, get all of this out of here. I want none of it. Oh, it feels so good. Nothing like just dumping your inventory, bro.
Oh my gosh, he didn't go all in. Oh my gosh.